Là, c'est bon. Ouais. Eh ben, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette Assemblée Générale de l'association Agir pour le Climat. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a 5 ans, Agir pour le Climat a été créé avec des hommes et des femmes engagés pour le climat qui voulaient mettre la finance au service du climat. Alors, ils ont essaimé cette idée un petit peu partout avec plein de conférences à Paris, dans les facs, beaucoup, et en province. Et on a réussi à faire diffuser cette idée. Ensuite, on s'est dit qu'on allait détailler par secteur. Alors, on a commencé par les bâtiments, mais pas que. Aussi la transition énergétique, enfin les énergies renouvelables et l'agriculture. Et puis aujourd'hui, on continue dans ces travaux avec toujours l'idée de sensibiliser le plus grand nombre, les citoyens, les élus, qu'ils soient locaux, nationaux, voire même internationaux. Alors, je suis Aline Prévost, vice-présidente de l'association depuis 2 ans et engagée bénévolement depuis 2018. Frédéric Ménard, le président de l'association, vous prie de bien vouloir l'excuser pour son indisponibilité ce matin. C'est donc mon rôle de le remplacer aujourd'hui. Je voudrais le saluer et le remercier pour son travail au nom du bureau et de toute l'équipe du conseil d'administration et pour son engagement sur ces 2 dernières années. Moi, je suis très heureuse d'être ici avec vous pour fêter les 5 ans de l'association. Le programme de la journée, ce sera ce matin l'Assemblée Générale, le petit mot d'accueil que vous avez, et puis un petit mot sur le rapport moral de ma part également. Vous aurez aussi, avec Édouard et Lucas, le rapport d'activité. Nathan vous fera le rapport financier. On aura un petit mot pour accueillir les nouveaux élus au conseil d'administration. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions. L'après-midi, on aura 2 tables rondes. Je vous invite à ne pas louper ces 2 tables rondes qui vont être très intéressantes. À 14 h, une première table ronde sur l'envolée des prix de l'énergie avec la Fondation Abbé Pierre, Stop à l'exclusion énergétique et le réseau Ecohabitat. Et puis, à 15 h 30, on aura une deuxième table ronde sur le plan Unlock pour la rénovation performante des bâtiments, avec une députée de la 8e circonscription de Paris, Lucas, responsable plaidoyer de Agir pour le climat, et puis aussi Reclaim Finance. Un petit mot pour compléter ce rapport moral. On a toujours beaucoup d'adhérents, donc merci beaucoup à tous. Beaucoup de sympathisants également, malgré une petite baisse pendant les divers confinements. Je voulais saluer le travail des groupes locaux un petit peu partout sur le territoire, notamment un petit mot au groupe de Rennes qui fait énormément de choses et qui fait un plaidoyer local absolument incroyable. Un petit mot également pour remercier des bénévoles qui mettent leur expertise au service de l'association. Je cite Nicolas Desquinabo qui nous a beaucoup aidés et qui a produit des notes et des contributions d'une grande qualité. Je voulais remercier Benoît Lebeau et François Moisan pour leur aide auprès de Lucas, notamment dans notre travail sur la rénovation thermique des bâtiments. Je remercie Nathan qui a beaucoup œuvré pour refaire les statuts de l'association qui ont donc été mis à jour, votés et approuvés en septembre, qui ont été remis à jour et remodelés pour qu'ils soient un peu plus complets et à jour. Je voulais remercier l'équipe opérationnelle, Édouard, Lucas, bien sûr Cyril et Karine Freelance qui nous aident au quotidien pour faire tout le travail du quotidien de l'association. Ouais, tout le travail tout court. En petit mot de conclusion, on voit que, et ça nous fait très plaisir que notre travail et notre expertise commencent à être bien identifiés et reconnus. Donc ça, on est très contents. Il nous faut maintenant un petit peu étoffer nos moyens financiers et nos moyens humains pour continuer d'agir et de mobiliser pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, et ce assez vite pour pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est tout pour moi. Je passe la parole à Édouard pour le rapport d'activité. Merci Aline. Alors, le rapport d'activité, on va le faire à 2 voix avec Lucas. Tout d'abord, puisque c'est le rapport d'activité de l'année 2021, il faut dire qu'on s'est relevé d'une année 2020 compliquée.
Et on a commencé à apprendre à travailler à distance. Maintenant, en fait, on travaille à distance, j'allais dire au quotidien. En 2021, on a retrouvé une activité presque normale. Les grands éléments de cette année-là sont à la fois, donc, on a continué à être présent dans le cercle de Giverny, où notamment donc j'ai travaillé sur le groupe de travail finance de la transition énergétique dans les territoires. Et le 3 septembre 2021, ce rapport, avec d'autres travaux, a été remis à 4 ministres. Et puis, nous avons continué à travailler avec l'association Stop à l'exclusion énergétique, avec Gilles Béraud, qui sera là cet après-midi en table ronde. Et donc, c'est des temps forts qui font aussi que l'association est reconnue et prend place parmi les autres organisations qui œuvrent sur ces problématiques du climat. Et puis, nous avons, pour 2022, repris, et là je vous engage à venir vers nous, je viens de reprendre des cycles de conférences un peu partout sur le territoire, qui sont les moyens de nous faire connaître auprès de publics qui ne nous connaissent pas, d'avoir de nouveaux adhérents, de nouveaux sympathisants et d'étoffer l'association. Et puis 2021, ça a été un gros travail mené par Lucas avec l'aide de Cyril, et je vais demander à Lucas de vous le présenter. Bonjour, merci, bonjour. Bonjour à tous, donc moi je suis Lucas Chabalier, responsable plaidoyer d'Agir pour le climat, et effectivement en 2021 on a travaillé la question du financement de la rénovation énergétique des bâtiments, en fait plus précisément des logements. C'est un travail qu'on a commencé notamment avec Benoît Lebeau à la rentrée 2020, où on a fait un tour de nombre d'experts européens sur le sujet, que ce soit la KfW, que ce soit la BEI, que ce soit la Commission européenne, la BPIE, etc., qui a conduit en fait à l'organisation d'un séminaire en ligne, en partenariat toujours avec l'ADEME, en avril 2021, c'était le 8 avril si je me souviens bien, sur ces questions en anglais, avec Maxime Pasquier de l'ADEME, qui est responsable en fait du secteur bâtiment, avec Stéphane Kefelec, qui est un expert de l'Agence européenne de l'environnement, avec Yamina Saeb, qui est une experte du GIEC, qu'on voit beaucoup dans les médias en ce moment, avec Bettina Dorendorf de la KfW, avec Adrian Joyce de Renovate Europe, avec Peter Sweetman, qui est rapporteur de l'EFIG à la Commission européenne, avec Kristina Klimovic, qui travaillait chez GNE Finance et qui a rejoint aujourd'hui l'agence européenne, l'agence internationale de l'énergie. Ce séminaire a donné lieu quelques mois plus tard à une publication, en fait, toujours soutenue par l'ADEME, donc un cahier sur les moyens de financer la rénovation énergétique des bâtiments au niveau européen, avec des contributions supplémentaires. Par exemple celle de Philippe Ramos de l'Institut Rousseau sur l'idée d'un prêt à la rénovation par rechargement hypothécaire, et l'idée de Positive Money Europe, avec qui on travaille très étroitement depuis la fin de l'année dernière autour de la campagne Unlock, sur l'idée d'une intervention de la Banque Centrale Européenne pour refinancer les banques engagées dans le financement de la rénovation énergétique des bâtiments à des taux négatifs préférentiels, pour les inciter à faire du crédit à la rénovation énergétique performante, et pour qu'un crédit à taux zéro puisse inciter davantage les gens à s'engager dans ces travaux. Fin 2021, donc après la publication de ce cahier, on a mis en place un partenariat avec Positive Money Europe sur une campagne, donc la campagne Unlock, qui s'est mise en place progressivement au printemps, qui a dû être réajustée avec l'intervention, avec la guerre en Ukraine. Au départ, la campagne portait exclusivement sur le financement privé, le financement bancaire de la rénovation énergétique des bâtiments. Elle s'est élargie
depuis à l'investissement public, et c'est une question centrale, l'investissement public, parce que ce sont des rénovations qui coûtent très cher, et c'est très bien d'avoir des prêts à taux zéro préférentiels sur du long terme, mais on sait que ce n'est pas suffisant pour déclencher pour tout un tas de personnes, et qu'il faut en fait une intervention publique et un investissement public très important. Donc on continue, la campagne Unlock est véritablement lancée là depuis la rentrée, peut-être certains d'entre vous ont vu des retombées dans les médias, et on continue à discuter avec la Banque de France, avec la Banque Centrale Européenne, avec surtout les différents responsables bancaires. Et voilà, on vous en dira davantage cet après-midi sur la table Unlock avec Reclaim Finance, qui est un des partenaires de cette coalition, et la députée Eva Sass, qui a déposé il y a quelques semaines un amendement dont vous avez sans doute aussi entendu parler, pour consacrer 12 milliards d'euros supplémentaires à la rénovation énergétique de nos bâtiments. Voilà. Alors, pour compléter ce que vient de dire Lucas, les cahiers ont été envoyés fin 2021 à chaque gouvernement européen. Et on a eu quelques retours tout à fait sympathiques. Alors, je dois dire pour nos amis à distance que cet après-midi, les tables rondes ne seront pas en direct. Elles sont captées et vous les aurez ensuite sur notre site. Alors, Aline l'a fait, mais pour terminer cette présentation du rapport d'activité, je tiens à remercier nos deux collègues, Cyril Schmitt, qui a travaillé avec nous sur la communication jusque cet automne et qui a décidé de rejoindre une autre sphère de travail. Donc il nous manque humainement et professionnellement parce qu'il a battu un travail considérable, donc merci à lui. Et puis un petit mot pour notre elfe Karine, qui aussi est à la communication, qui est une prestataire, et je dois vous dire, et Lucas va compléter ou reprendre mes propos, mais on a une prestataire qui parfois frôle le bénévolat. Donc merci Karine. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Karine. Et puis Cyril, j'oubliais de dire, dans le rapport d'activité 2021, avec Cyril, on avait monté une petite conférence autour des sociétés de tiers financement, je pense que c'était en avril, avec Françoise Rey-Faber, avec Alice Morcrette et avec Philippe Ramos. Donc Cyril était complètement cheville ouvrière sur ce coup-là aussi. Notre trésorier va vous présenter le rapport financier qui a été approuvé à l'unanimité, mais il est important que l'ensemble de nos sympathisants et adhérents puissent le partager. Alors, moi je vais passer en format Keynote, puisque j'ai besoin de voir le PowerPoint pour vous commenter les états comptables. Donc, Edouard, peux-tu me donner un temps approximatif de la durée de mon intervention? C'est bon, j'ai le temps, super. Donc les états comptables sont faits avec le cabinet Certus, cabinet d'expertise comptable avec lequel je travaille mensuellement, si ce n'est hebdomadairement. Donc, comme l'année dernière, d'abord, on va vous présenter les comptes de l'exercice 2021, puisque nous avons un an de décalage. Comme nous faisons notre assemblée générale à la fin de l'année, nécessairement, nous ne pouvons pas approuver les comptes de l'exercice 2022, évidemment, parce que les comptes ne sont pas encore terminés, vu qu'il reste encore le mois de décembre. Et donc, à chaque fois, on a une année de décalage. Donc ça, on reviendra dans le point 4 pour améliorer la qualité comptable de l'association. Donc là, on est sur l'exercice 2021. Donc pour resituer un peu le contexte de 2021, on est encore dans la sortie du Covid. Globalement, les observations de l'exercice 2020 sont à peu près les mêmes que celles de 2021. Alors d'abord, premier point, on a une stabilisation de nos dépenses et de nos recettes à un niveau qui nous permet de maintenir une activité minimale. À mon sens, l'association ne pourrait pas fonctionner avec moins de recettes. Edouard, je veux bien que tu passes la prochaine slide. On verra ensuite, deuxièmement, voilà, merci. Alors oui, effectivement, une stabilisation de nos recettes et de nos dépenses à un niveau qui permet de maintenir une activité salariée minimale. Tout d'abord, alors on a un solde, ce qui est plutôt positif pour une association. Alors pour une entreprise, c'est nécessaire. Pour une association, c'est un bonus, parce qu'évidemment, nous sommes à but non lucratif, donc nous n'avons pas d'actionnaires à qui nous pouvons distribuer notre excédent. Cet excédent, donc, il était de 22 000 €. Concrètement, c'est une sorte de caisse de trésorerie que nous avions donc fin 2021 pour début 2022, pour nous permettre d'engager les premières dépenses
de l'année 2022 en attendant de nouvelles rentrées dans les caisses. Donc c'est un solde qui nous permet de traverser le mois de janvier et le mois de février de manière tout à fait sereine. Toutefois, comme en 2020, et c'est vraiment le point le plus important de la présentation, et là vous allez vite le constater, il n'y a pas de retour des dépenses et donc nécessairement des recettes, puisque nous n'avons pas d'emprunt, de crédit, à un niveau précédent la crise sanitaire. Nous avions 274 000 € de dépenses et donc de recettes en 2019, et nous avons chuté en 2020 à 111 000 €. Nous avons une légère augmentation de 2 000 €, donc complètement insignificative. Donc grosso modo, nous sommes toujours sur un rythme de croisière impacté par la crise sanitaire. Alors évidemment, il n'y a pas que la crise sanitaire, donc l'effet Covid, mais aussi le décès de notre ancien délégué général qui jouait un rôle moteur dans la promotion de l'association et dans la recherche de nouveaux financements. Toutefois, ces recettes permettent de maintenir une activité minimale, une activité salariée, sur des projets à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous nous concentrons sur ce qui nous semble être le plus important dans le cadre du financement de la transition écologique, c'est-à-dire la rénovation thermique des bâtiments, qui plus est dans un contexte d'inflation énergétique. Donc sur des projets à forte valeur ajoutée qui sont, à notre sens, et au sens donc, du conseil d'administration, au cœur de l'objet social de l'association. Donc actuellement, avec 130 000 €, nous pouvons mener des projets, nous faisons appel à des prestataires, nous avons une activité salariée, nous payons nos cotisations, l'association, elle fonctionne. Édouard, je te propose... Aline. Alors là maintenant, on va s'intéresser, on va rentrer plus finement dans l'analyse des comptes. Là, on vous a présenté le macro. Maintenant, vous allez voir concrètement, dans une optique de justification du premier euro dépensé, chaque euro dépensé pour l'association est justifié dans le cadre de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, ça consiste en fait à voir concrètement où va l'argent et sur quel poste comptable de dépenses. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez d'abord une première section fonctionnement, donc c'est la première, le premier diagramme tout à gauche, qui est très importante, qui se situe à environ 40 000 € et qui correspond à des dépenses incompressibles. C'est les dépenses d'administration, donc principalement le poste d'Édouard. Et vous pouvez voir charge de personnel en jaune. Vous avez une petite légende en dessous. Donc c'est principalement Édouard qui se charge de ces dépenses de fonctionnement, avec donc des services extérieurs et des achats de prestations qui correspondent à nos activités de communication. Par exemple, dans le cadre de la newsletter, lorsque nous communiquons sur l'Assemblée Générale, nous avions une prestataire, et nous avons une prestataire toujours, qui travaille, fait du graphisme, et qui, voilà, pour le matériel, etc. Ensuite, globalement, à part ces dépenses de fonctionnement, nous avons un gros projet, nous avons eu un gros projet en 2021, c'est la conférence européenne. Donc, nous avions organisé une conférence européenne qui a été en fait le cœur de nos dépenses sur l'année 2021. Et vous voyez sur ces conférences européennes, nous avons les charges personnelles. Ce sont les charges personnelles de Lucas, évidemment, qui est notre responsable plaidoyer. Et ensuite, les achats de prestations et les services de fourniture, ce sont des dépenses de matériel, de prestataires. Alors je ne sais plus concrètement à qui nous avions fait appel, mais oui, le studio. Nous avions tourné en studio, il me semble, cette conférence européenne. Et bien voilà, ça c'est le coût du studio, avec la captation, la retransmission. Et ensuite, les autres postes de dépenses, donc c'est le suivi et la diffusion publique. Alors ça, c'est évidemment les activités de plaidoyer général de l'association. Chaque mois, nous essayons chaque mois de vous envoyer une newsletter. Cette newsletter, elle fait état des activités sur le sujet du dérèglement climatique, des finances publiques, du financement de la transition écologique. Donc c'est une newsletter qui sert à informer nos adhérents des actualités du climat. Et ensuite, nous avons eu deux plus petits projets qui correspondent au reliquat de TP, donc d'équivalent temps plein, qui sert à mesurer en comptabilité l'activité d'un salarié. Les activités d'Édouard, toujours sur d'autres projets à forte valeur ajoutée, en lien à la transition écologique. Donc le plaidoyer sur la précarité énergétique, dans le cadre de la Fondation des Transitions, qui aujourd'hui a tout trouvé dans les thèmes des conférences de cet après-midi, et le plaidoyer dans le cadre du forum de Giverny sur le financement de la transition écologique dans les territoires, avec une perspective appuyée sur les collectivités territoriales. Et enfin, le dernier poste, c'est un poste général, d'activité générale de lobbying, qui correspond aux diverses rencontres que Lucas et Édouard peuvent avoir dans le cadre de leur plaidoyer, un plaidoyer pour le climat, plaidoyer pour le financement de la transition écologique. Donc pour résumer, vous constatez aisément un poste de fonctionnement incompressible,
et des dépenses qui sont concentrées sur des projets bien précis. Je te remercie Aline. Voilà, donc ça c'est grosso modo le verbatim de mon propos que vous pouvez retrouver dans les états comptables qui vous ont été envoyés il y a 15 jours. Je te remercie. Ensuite, alors maintenant on va s'intéresser à, on va rentrer dans le détail de nos dépenses pour vous montrer en fait, donc là c'est, tout à l'heure on était par projet, et là on s'intéresse par catégorie de dépenses. En fait, ça permet de voir concrètement de charges de personnel, comment est-ce qu'elles se déclinent, comment est-ce qu'elles se ventilent sur les différents projets. Donc je ne vais pas commenter parce que c'est une autre perspective par rapport à ce que je vous ai présenté sur la précédente diapositive, mais ça permet de voir juste concrètement, par exemple si on prend les achats de prestations de services de fourniture, en comptabilité, cela correspond au matériel, à la captation, par exemple au prestataire qui actuellement est en train de filmer l'Assemblée Générale. Eh bien, vous pouvez voir en fait comment ça se ventile. Et en fait, en 2021, on avait vraiment mis les moyens sur la qualité de la retransmission, de la captation donc de la conférence européenne de 2021. Et vous pouvez voir que, grosso modo, c'est la conférence européenne de 2021 qui a vraiment concentré nos moyens sur les moyens matériels de captation vidéo. Ensuite, vous pouvez voir, sur les charges de personnel, vous voyez aisément qu'il y a une dépense de fonctionnement incompressible. Et ensuite, vous avez le plaidoyer donc, sur la conférence européenne, et ensuite sur les activités générales de lobbying, qui correspondent en fait à la ventilation entre Lucas et Edouard. Donc voilà, c'est une autre perspective qui permet d'affiner la comptabilité analytique. Tu peux... merci. Alors... Alors, il y a quand même des, si on analyse un peu plus finement les états comptables, il y a des bonnes nouvelles. Tout d'abord, les dépenses en services extérieurs, ce ne sont pas forcément des dépenses à forte valeur ajoutée. C'est des dépenses de loyer, des honoraires d'expertise comptable, les déplacements à travers la France, des frais postaux, des frais de réception, donc dans le cadre de café ou de déjeuner, elles sont en forte baisse. On a quand même diminué de 20 000 €, donc une baisse de 53%. C'est quand même beaucoup, et à mon sens, ça montre la rigueur de notre gestion. Ce sont des frais qui souvent sont économisés par des contraintes que le trésorier et le trésorier adjoint posent aux salariés et aux bénévoles sur la diminution de ces frais qui ne sont pas nécessaires. Et en particulier, sur les loyers, avant, en 2019 et en 2018, nous avions un loyer à payer qui était élevé. Ce loyer, nous ne le payons plus, nous travaillons aujourd'hui uniquement en distanciel. Donc on réalise des gains de productivité qui sont énormes grâce au distanciel, grâce à Zoom. Concrètement, Lucas et Edouard, je les vois une fois par an environ. Et pourtant, on travaille mensuellement ensemble. Et en fait, ça nous a permis, alors c'est très dur pour les salariés, c'est un défi supplémentaire, je pense qu'ils pourront le confirmer, de travailler en distanciel. C'est vraiment pas facile, on n'a pas de locaux, mais ces 20 000 €, on peut les déployer sur d'autres sujets, sur d'autres dépenses, directement sur le financement de la transition écologique. Et puis ensuite, voilà, une rigueur de gestion sur les frais postaux, les frais de réception, qui sont gages de la solidité et de notre rigueur budgétaire. Donc voilà, là c'est les commentaires de la précédente diapositive. Voilà, donc vous pouvez voir les charges de personnel, c'est notre administrateur général, et puis des dépenses de plaidoyer qui correspondent à celles de Lucas. Et puis juste, petite précision, sur la conférence européenne, l'année 2021 c'était vraiment notre cœur d'activité, et c'est pour cela qu'elle a une place aussi importante dans nos dépenses. Aline, je t'en prie, je te remercie. Alors, là on est toujours sur les états comptables, ensuite on va parler de 2023. Comme Aline, donc la vice-présidente l'a souligné, si nous voulons amplifier l'activité de l'association, si nous voulons porter de nouveaux projets, parce que nous avons beaucoup de bénévoles, nous avons beaucoup d'administrateurs qui veulent que nous portions de nouveaux projets, ces nouveaux projets nécessitent de nouveaux financements. En tant que trésorier, j'applique une maxime simple, qui dit nouvelles dépenses, dit nécessairement de manière a priori de nouvelles recettes. Donc, si nous voulons amplifier, faire plus de projets, embaucher un nouvel ETP, nous devons avoir de nouvelles recettes. Donc ça suppose de consolider nos recettes avec l'ADEME, qui est un financeur très important, puisque nous sommes prestataires, je parle d'autocontrôle Edouard qui est en charge de ce dossier, nous sommes prestataires de services de l'ADEME, c'est-à-dire que l'ADEME nous dit, voilà, vous pouvez organiser un projet sur la conférence européenne sur la rénovation thermique au sein de l'UE. Nous leur avons suggéré l'idée, l'ADEME nous a dit, effectivement, ça rentre dans notre cahier des charges, vous êtes notre prestataire, vous allez organiser cet événement pour nous, en collaboration avec nous, et ensuite cela nous ouvre un financement, dans le cadre de l'objet social de l'association.
À mon sens, il nous faut de nouvelles recettes, plus d'entreprises. On a eu une baisse de financement d'entreprises avec donc le décès de notre délégué général, avec le Covid. Également, à mon sens, du crowdsourcing. Crowdsourcing, c'est on a un projet précis, on communique dessus. Par exemple, voilà, on fait notre AG, voilà, voilà combien ça coûte, on fait appel aux dons. Alors que initialement, nous, on est plus dans une dynamique, on fait un appel aux dons de manière générale, sans vraiment montrer aux gens concrètement à quoi servent les dons. Et souvent, lorsque on cherche à financer par du crowdsourcing un projet précis, les dons sont plus importants. Donc on pourrait faire du crowdsourcing, c'est une recommandation que j'ai émise en 2021 mais qui n'a pas été mise en œuvre. Des nouvelles recettes internes. Alors ce que j'entends par recettes internes, c'est du bénévolat. Du mécénat d'entreprise par exemple. Moi je pense que ce serait très intéressant qu'on ait un forum pour discuter entre nous, pour échanger. Actuellement, il n'y a pas de plateforme qui permet aux adhérents d'échanger sur divers projets. Donc on pourrait faire appel à une entreprise d'informatique qui nous ferait un forum en fait, où on pourrait discuter. Donc ça, ce serait du mécénat d'entreprise. Et je pense qu'il faut vraiment amplifier les adhésions. Il faut essayer d'augmenter encore notre nombre d'adhérents, qui est stable, qui est correct, en publicisant davantage l'action de l'association. À mon sens, on fait un vrai travail de fond, un travail qui est intéressant, mais on ne publicise pas assez, on ne le met pas assez en valeur, on ne montre pas assez aux gens ce que nous faisons, au public extérieur. Donc ça, il faut davantage le faire, et ça nous permettra d'inciter les gens à réadhérer et à faire adhérer leurs collègues, leurs amis ou des gens qui rencontrent notre action sur les réseaux sociaux, dans la presse locale ou sur Internet. Et également, de recommandations de 2021 non mises en œuvre. Ensuite, bon là c'est des sujets plus techniques. Sur le budget prévisionnel, il y a un petit problème. C'est vrai que là, on parle des comptes de 2021, donc ça remonte un peu. Alors que si on faisait notre AG en janvier ou en février, par exemple, si nous faisions notre AG en janvier-février 2023, je vous présenterai les comptes 2022. C'est un peu plus contemporain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire et qui est partiellement mis en œuvre, puisque je vais vous parler quand même du budget 2023. Aline, si tu peux... Et n'hésitez pas, si vous avez des questions également, je peux répondre à votre question sur les comptes. Et si elles sont trop techniques, je les retransmettrai à l'expert comptable. Donc toujours, moi je suis toujours dans cette dynamique, c'est les dépenses de personnel, il faut que ce soit sur des projets à forte valeur ajoutée pour l'association. Donc diminuer autant que possible des dépenses de fonctionnement en lien avec des dépenses de personnel. C'est pour cela que, à mon sens, on devrait davantage reposer sur du travail bénévole pour soulager Édouard dans son activité de salarié, pour qu'Édouard puisse se concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée. Moins on a de dépenses de fonctionnement qui sont associées à nos dépenses de personnel, plus on va pouvoir exploiter nos charges de personnel sur des projets qui sont directement en lien à l'objet social de l'association. Typiquement, je vous donne un exemple, faire en sorte que Édouard s'occupe beaucoup de l'administratif dans l'association. Si des gens pouvaient aider Édouard à gérer cet administratif, Édouard pourrait se concentrer sur d'autres projets. Bon, ça c'est un sujet interne, donc je parlerai au conseil d'administration sur la comptabilité analytique. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les comptes en fin d'année, 2 ans plus tard, et c'est compliqué avec les salariés parfois ils peuvent en témoigner, ça a été dur de faire les comptes, d'avoir une bonne comptabilité, alors que près de 12 mois, 15 mois se sont déroulés. Là, la présentation des comptes, c'est ce que je vous ai dit. On présente des comptes de 2021, alors qu'on est en quasiment début 2023. Et à mon sens, alors là, on est plus sur la gouvernance. Concrètement, normalement, un trésorier, c'est quelqu'un qui engage la dépense. Il s'occupe de la régularité de la dépense et il ne s'intéresse pas à l'opportunité de la dépense. Et en fait, du fait de notre fonctionnement, en tant que trésorier, je décidais de la dépense, parfois, souvent, et en même temps, je payais. Alors que normalement, on a une séparation entre le trésorier qui gère la dépense et ce qu'on appelle l'ordonnateur, donc le président, le bureau, qui ordonne la dépense. Et là, j'ai tendance à occuper un peu les 2 casquettes, à mon sens, parce que le bureau ne s'est pas assez réuni et on s'est trop reposé sur le conseil d'administration, qui se réunissait souvent, mais qui n'a pas on était trop nombreux dans le conseil d'administration pour vraiment être opérationnellement efficace sur ces dépenses. Donc ce serait bien d'avoir un bureau plus actif et qui se réunisse plus souvent, pour que les fonctions de trésorier, de président, de vice-présidente, de secrétaire général soient délimitées et vraiment respectées. Aline, je te propose de... N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas si je suis clair, etc. C'est des sujets importants en lien à nos finances, donc nous pouvons échanger avec plaisir sur ces sujets. Aline. Très bien, on va parler de choses plus engageantes.
budget prévisionnel pour 2023. Donc, sur notre budget prévisionnel, Aline, je te laisse slider, merci. Alors, donc, comment ça se présente? Donc concrètement, alors évidemment, j'ai repris le budget de 2021, puisque le budget 2022, il n'est pas finalisé. Comme je vous l'expliquais, comme on fait notre trajet en fin d'année, moi je n'ai pas accès au budget 2022 parce que les comptes ne sont pas encore prêts, ils n'ont pas encore été certifiés par notre expert comptable. Par ailleurs, la certification d'expert comptable, c'est une justification de la part d'un cabinet d'expertise que nos comptes sont sincères, réguliers et que l'argent de l'association est bien utilisé conformément à son objet social. Je vous le dis en passant. Alors, sur le budget de 2021, donc effectivement, on a eu une baisse des cotisations avec une diminution du nombre d'adhérents. Pour moi, c'est deux effets, on ne va pas se le cacher. Effet Covid, d'abord, et puis ensuite, effet d'activité. Moins de recettes, moins de dépenses, moins d'activité, moins d'incitation pour que les personnes adhèrent. Donc, ça se ressent sur le budget. Nécessairement, une baisse des dons. S'il y a moins d'adhérents, il y a moins de dons. Et donc, des nécessités d'équilibrer un petit peu sur les dons. On était à 53 608 € en 2021. Je pense qu'on sera plus autour de 40 000 sur les dons en 2023. J'ai compensé cela en augmentant la part de mécénat. Le mécénat, ce sont des entreprises qui nous supportent. Donc grâce au travail d'Edouard, on amplifie notre déploiement auprès des entreprises, ce qui fait qu'on va moins compter sur la générosité des adhérents puisqu'on en a un peu moins, mais davantage sur des entreprises en lien sur nos sujets, qui sont en phase avec nos valeurs et qui peuvent nous aider sur le financement de... Je peux plus parler. C'est bon. Donc, globalement, on était à 135 000 € de dépenses en 2021. Moi, j'estime qu'on sera environ à 130 000 € de dépenses en 2023. Donc voilà, une stabilisation de nos dépenses. Mais, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce qu'on a une stabilisation des dépenses qu'on fait moins de projets. Nos dépenses, elles sont davantage portées sur nos projets, on a moins de dépenses de fonctionnement, et du coup, on peut vraiment mieux utiliser l'argent qui est à notre disposition. Et concrètement, pour faire le budget 2023, juste sur le plan de la méthodologie, j'ai pas de boule de cristal, donc nécessairement c'est un budget prévisionnel, et il dépendra de nos recettes, de votre générosité, des entreprises, des collectivités publiques qui nous soutiendront. Donc j'ai repris le budget 2021, j'ai pris des prévisions de 2022, parce que là on est quand même à la fin de l'année 2022, donc je commence à voir un petit peu à quoi va ressembler les comptes de l'année 2022, et donc à partir de ça, j'ai fait une projection avec Excel sur 2023. Aline, tu peux passer à la slide suivante. Et j'ai dit, voilà, augmentation du mécénat grâce à Edouard qui travaille beaucoup auprès des entreprises et des collectivités pour récupérer de l'argent. Donc budget prévisionnel 2023, voilà. Donc effectivement, on a toujours des charges externes et des autres achats en comptabilité parce qu'on a toujours besoin de prestataires en communication. Actuellement, on a 2 salariés à temps partiel, alors qu'ils sont proches d'un temps plein, mais qui demeurent à temps partiel. Et on a une prestataire en communication, Karine, qui travaille donc en partie en bénévolat sur divers sujets, mais sur tous les sujets en lien avec le graphisme, donc son cœur d'activité. Elle est donc prestataire, donc on doit la rémunérer. Donc en fait, ça c'est donc il y a une stabilisation de ses charges, parce qu'on a besoin de graphisme, on a besoin de communication, c'est essentiel. Et à mon sens, on n'en a pas assez, et on en parlera juste après. Une augmentation des salaires également, puisque le conseil d'administration, suite à la suggestion de mon trésorier adjoint et de votre humble serviteur, nous avons proposé de revaloriser les salaires en raison de l'inflation, d'une part, et d'autre part parce que les salaires n'ont pas été augmentés depuis l'embauche d'Edouard et de Lucas, et donc il fallait prendre en compte la prise d'expérience, la prise de compétences et la récompense de leur fidélité à l'égard de l'action de l'association. Donc on a eu une augmentation des salaires. Salaires et traitements, nous étions à 48 810 € en 2021, on sera environ à 60 000 € en 2023. Et à mon sens, notre faiblesse aujourd'hui, c'est notre communication qui est insuffisante. On n'a pas de salariés qui s'occupent réellement de ce sujet. On en avait un en 2022, Cyril, qui a été salarié pendant quelques temps. Mais c'est une charge qu'on pouvait maintenir en raison de la faiblesse de nos recettes. Et à mon sens, il faut envisager soit l'amplification des prestataires en communication, soit le recrutement d'un 3e salarié sur la communication pour qu'on ait le format complet d'une bonne association. C'est-à-dire 2 salariés sur des sujets de fond,
un salarié sur la communication, et avec ça, on pourra vraiment fonctionner et être pleinement performant sur tous les projets que nous serons en mesure de mener. Ou alors, de se faire effectuer ces tâches par des bénévoles. Mais c'est compliqué de faire du bénévolat sur la communication, ça suppose beaucoup de coordination, ça suppose beaucoup de travail, beaucoup de présence. Donc moi, je suis plus favorable à augmenter les recettes pour avoir un troisième salarié. Voilà sur le budget 2023. Tu peux passer... Voilà, alors juste sur l'activité de notre association, moi je prévois un solde de 10 000 euros en 2023, donc inférieur à celui que nous avions en 2021. Ce n'est pas un problème particulier, au contraire, c'est plutôt synonyme de... voilà, on a de l'argent, on l'utilise. L'activité de l'association, pour moi, elle n'est pas menacée. Alors souvent, on a des coups de stress, on a des problèmes de trésorerie, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans les caisses et on a beaucoup de choses à payer, mais on sait qu'on va avoir de l'argent qui va arriver, mais il n'arrive pas à temps. Parce que voilà, l'État paye à nous payer, les entreprises. Heureusement, il y a une générosité. C'est souvent les adhérents qui nous permettent de résoudre nos problèmes de trésorerie. Donc c'est grâce à votre générosité. Pour moi, l'association n'est pas du tout menacée actuellement. Par contre, il y a des critères qu'il faut qu'on continue de remplir. Sinon, on ne sera plus en mesure de payer de salariés. Et si nous n'avons plus de salariés, nous n'aurons plus d'activité associative puisque nous avons très peu de bénévoles. Parmi les membres du conseil d'administration, nous avons très peu de bénévoles. Donc sans les salariés, il n'y a plus d'activité associative. Hein. Ça, il faut vraiment le dire, le répéter et que chacun le comprenne. Il faut autour avoir le partenariat avec l'ADEME, qui nous rapporte environ 50 000 euros. Édouard ? Donc, en fait, dans le partenariat avec l'ADEME, l'ADEME intervient au maximum à 50% de nos dépenses. Donc, ça veut dire qu'il nous reste à charge l'autre moitié. Donc, sur le travail du cahier sur la rénovation énergétique et avec la conférence, le budget était de 80 000 euros. L'ADEME a participé pour 40 000 euros. Il y a un plafond. Voilà, il y a un plafond. Il y a un plafond. Et dans le mécénat, je tenais à remercier pour la fidélité, la société Eiffage, qui depuis le début, et malgré la crise Covid, a toujours été présente à nos côtés. Et aujourd'hui, avec Lucas, on a eu une belle rencontre avec Valérie David, qui est la directrice RSE. Et on voit une entreprise qui, dans le domaine du bâtiment, est en train de bouger très fortement. Donc voilà, c'est aussi nos valeurs que l'on souhaite voir portées par les entreprises mécènes. Et donc avec Eiffage, on est totalement en accord. Oui, parce que lorsqu'on va avoir une entreprise, on ne va pas avoir n'importe quelle entreprise. On a un cahier des charges de responsabilité sociale et environnementale en lien avec l'action de l'association pour s'assurer que cette entreprise, sur ses dépenses, ses projets, sont bien conformes à notre objet social. Alors, on a François qui souhaite prendre la parole. Merci. Non, je voulais préciser, nous ne sommes pas prestataires de l'ADEME, parce que ce n'est pas ni un don de l'ADEME, ni un marché, c'est-à-dire l'ADEME nous dirait vous faites ça et on vous finance. Là, c'est un projet que monte Agir pour le climat et qu'il propose à l'ADEME, et l'ADEME dit oui, ça m'intéresse, je participe. Et comme vient de le dire Édouard, c'est 50%. Donc à la fois ça montre qu'on a une capacité de monter des projets et que l'ADEME en l'occurrence y participe sous une forme qui n'est pas un achat de biens et services à 100%. Alors, je pense que c'est important parce que ça montre notre capacité. Voilà. Alors pour vous préciser, ce monsieur c'est François Moisan qui est un de nos administrateurs. Merci François pour cette précision et je vous prie d'excuser mon imprécision sur ce sujet, parce que je ne m'occupe pas du dossier ADEME qui est bien complexe et que je laisse bien volontiers à Édouard. Donc voilà, l'activité de l'association elle n'est pas menacée si ces critères sont remplis. Maintenir le niveau des adhésions, ça c'est essentiel, on ne peut pas fonctionner sans votre générosité. Et votre générosité nous permettrait, j'emploie le conditionnel, potentiellement d'embaucher une troisième personne et d'amplifier et de répondre à nos différentes difficultés. Également, à mon sens, amplifier le soutien des entreprises. En 2019, on avait 220 000 euros de ressources et de dépenses. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup plus d'entreprises qui nous soutenaient, grâce à notre ancien délégué général. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment la pierre angulaire de nos potentialités de projets, de dépenses et de recettes. Pour moi, il faudrait mieux organiser le travail des bénévoles. On a beaucoup d'adhérents, mais ces adhérents-là, même s'ils souhaitent nous aider, on ne les met pas forcément en contribution.
Parce que les mettre à contribution, ça suppose des RH, c'est compliqué, hein, c'est un travail qui est très lourd. On a essayé de le faire par le passé, nous avons échoué, parce que ça suppose du temps, de l'investissement, enfin c'est vraiment pas simple. Donc on pourrait mieux organiser le travail des bénévoles pour stabiliser nos charges externes, donc faire en sorte que sur la com, sur des dépenses qui ne sont pas forcément directement en lien avec du plaidoyer, on compte sur le soutien des bénévoles. Mon objectif, donc là je parle en mon nom propre, hein, parce qu'il faudra voir ça avec le prochain conseil d'administration, pour moi c'est augmenter notre charge salariale, parce qu'en fait le travail de qualité, il est mené par des salariés, par des gens dont c'est le métier, nécessairement. Lorsqu'on est bénévole, on a notre travail, on a notre vie privée, alors que les salariés, bon, ils ont également leur vie privée, mais c'est leur travail, donc ça dégage une partie. Quoique parfois ils travaillent peut-être un peu trop que ce qu'ils devraient travailler pour l'association, voire plus, un peu euphémisant. Donc voilà, moi je pense qu'on pourrait peut-être augmenter le volume horaire de nos salariés, ils sont encore en temps plein. Alors je crois que c'est également une volonté de leur part, mais s'ils souhaitent rester à temps partiel, mais c'est plus un temps plein qu'un temps partiel, donc vous êtes quand même quasiment à temps plein maintenant. Moi, je suis à 3/5e et Lucas est maintenant quasiment à temps plein. Oui, mais alors Edouard est à 3/5e, mais il travaille beaucoup plus que 3/5e. Hein. Donc je te remercie pour ta modestie au nom de nos finances. Et ensuite, en fait, on va avoir un nouveau recrutement. Pour moi, on devrait essayer d'avoir 3 salariés avec toujours une prestataire externe, Karine, qui fait du graphisme, un 3e salarié sur la communication, et peut-être on pourrait avoir une 2e personne, je dis soit on a un 3e salarié spécialement sur la com, avec Karine qui continue toujours à faire du graphisme, soit on prend un 3e salarié qui est à nouveau fait du plaidoyer, donc là à nouveau sur des sujets de fond, d'expertise en lien avec notre objet social. Mais si on fait ça, ça suppose d'augmenter nos charges externes qui correspondent aux activités de prestataires en communication. Voilà, il y a un choix à faire. Et pour moi, pour remplir cet objectif, on devrait augmenter nos dépenses d'environ 40%. 35% environ, 40%. Donc c'est quand même environ 60-70 000 euros, 50 000 euros de recettes supplémentaires pour parvenir à cet objectif. Voilà, bah écoutez, je vous remercie grandement de votre attention et je demeure à votre disposition, soit maintenant ici en présentiel ou par courriel pour répondre à vos questions. Peut-être qu'on a des questions sur le chat. Faudrait, si vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil. Monsieur. Est-ce qu'on peut le faire alors, Jean-François Janin, je n'étais pas avec vous en 2021, donc ma question porte, question de fait sur 2021. Est-ce que ce que l'on appelle la conférence européenne s'est tenue à Bruxelles, comme d'habitude les conférences européennes, ou est-ce qu'elle s'est tenue à Paris ou ailleurs? Je ne sais pas. Parce que alors, compte tenu, en fait, elle devait avoir lieu, pour tout vous dire, en 2020. Et elle devait avoir lieu au Parlement à Strasbourg. Et évidemment, le printemps, à partir du 16 mars, il a fallu revoir notre copie. Et puis, on n'a pas pu la tenir en 2020. Et donc là aussi, il a fallu reporter sur l'exercice de 2021. Et donc, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, elle s'est tenue le 8 avril et à distance. Et donc, Lucas était dans un studio ici à Paris. Et tous les interlocuteurs étaient à distance. Et malheureusement, voilà, ça c'est aussi les faiblesses de ce moment de pandémie, où évidemment, si on peut réunir dans une même salle et en distanciel comme on le fait maintenant, parce qu'il y a aussi à ne pas trop émettre de carbone pour se déplacer, parfois on peut être chez soi et suivre correctement ce que l'on fait grâce à nos 2 prestataires que je remercie aujourd'hui. Parce qu'on s'est amélioré sur le sujet et je tiens à le dire par rapport à un passé un peu douloureux sur une expérience de conférence. Oui. Donc, donc on va repartir en présentiel. Et ce que vous dites, c'est qu'en 2019, j'ai fait 49 conférences et à l'époque, Pierre Larouturou au printemps, on avait fait aussi un grand paquet. Et ça nous permet de rencontrer les gens dans les territoires et de nous faire connaître. D'avoir des gens qui sympathisent, qui deviennent adhérents, qui parfois deviennent bénévoles. Ce coup d'arrêt de 2020 a été quand même douloureux. Et là, j'ai recommencé cette année à la demande d'un certain nombre d'organismes à intervenir. Alors c'est faible, j'en ai 5 pour l'instant, mais le début d'année se remplit et voilà, on va pouvoir repartir, rencontrer les gens dans les territoires et leur montrer
tout ce que l'on sait faire et tout ce que l'on attend pour arriver, comme le disait Aline tout à l'heure, pour qu'on ait la neutralité carbone en 2050. Mais la conférence européenne était bien européenne, puisque certes on était en studio, mais les intervenants provenaient de toute l'Union européenne, on avait beaucoup de spécialistes, donc c'était vraiment une conférence de qualité. Et juste si tu permets d'ajouter quelque chose, d'un point de vue trésorerie, on a beaucoup dépensé sur cette conférence, mais également on voit, il n'y a plus de source de signal, on voit également nos dysfonctionnements. Cette conférence, on a mis beaucoup d'argent dessus, mais en termes de communication, on n'a pas vraiment fait grand-chose. Enfin, on l'a utilisé, les extraits sont sur notre site, on a mis sur nos réseaux sociaux, mais on n'a pas vraiment fait un travail pour toucher une cible, c'est-à-dire atteindre les gens, que des personnes qui ne connaissent pas Agir pour le climat aient connaissance de cette conférence. Et là-dessus, c'était plus difficile. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Parce qu'on a personne pour le faire, et c'est pas aisé. Lucas? Non, en fait, la cible de la conférence était vraiment à l'attention des décideurs européens. Et il marche? Ok. Et en fait, la publication du cahier après a été un moyen de diffuser le contenu de la conférence européenne. Et tout ça a été écrit en anglais, tout ça est visible sur le site, et vous pouvez le voir. Mais on a essayé effectivement d'optimiser après le contenu en le diffusant partout en Europe, comme disait Edouard tout à l'heure. Edouard, tu veux... Non. Pour la conférence, de mémoire, elle a été suivie à distance par 370 personnes, 7 nationalités. Et puis après, sur les réseaux sociaux, elle a été bien relayée. Donc c'était un temps réussi. Oui, juste pour voir s'il n'y a pas des questions. Pas de questions particulières. Ah bien sûr. Bien sûr, c'est... Alors, comme le disait Nathan, maintenant, il faut que soit sur un partenariat, soit sur des prestations, on trouve les moyens, et parce que ça demande un peu de moyens, mais ça nous a permis, et surtout, alors moi je remercie Lucas, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Lucas est avec nous depuis quasiment le début, avec des temps de salariat, puis des temps de bénévolat, et à nouveau de salariat. Mais ce n'est pas un expert avec un cursus sur la finance, et notamment sur la finance des bâtiments. Il a un tout autre cursus. Et je dois vous dire aujourd'hui que Lucas Chabalier est reconnu au niveau européen sur ces questions. Donc je crois qu'on peut applaudir Lucas parce que c'est vraiment un gros travail. Il est très fort, il est très fort. C'est bon ? Non, moi je Oui. je crois qu'il n'y a plus de slide. Alors, on va passer à la diapositive suivante, mais on va passer aux élections. Donc, on ne va pas aller maintenant mettre le résultat. On va commencer d'abord par, depuis la modification des statuts, il y a 3 collèges. Il y a 3 collèges. Donc, il y a un collège des membres permanents. Et donc, ils sont 6 membres permanents. Et il y avait 3 personnes à se présenter pour 3 postes. Et donc, sont élus dans ce collège des membres permanents et réélus, donc Aline Prévost, qui est actuellement notre vice-présidente, qui donc redevient membre du conseil d'administration. Joël Ezaoui, qui était aussi dans le précédent conseil d'administration, qui était le trésorier adjoint et qui devient membre du nouveau conseil d'administration. Et puis, notre trésorier qui avait la parole tout de suite, Nathan Burlon, qui donc redevient membre de ce conseil d'administration. Voilà. Alors, il y a un deuxième collège nouveau, qui est celui des salariés. Et pour tout vous dire, ça a été très tendu. Ça a été compliqué, puisque le collège des salariés, c'est Lucas et moi. Donc, avant d'en venir aux mains, on a décidé que c'était Lucas qui serait membre du conseil d'administration. Alors, on va passer au 3e collège, qui est celui des membres adhérents. D'abord, en tant qu'administrateur général, je remercie Celle, parce que malheureusement,
on n'a qu'une femme qui s'est présentée comme candidate. On aimerait pouvoir atteindre plus de parité dans notre conseil d'administration. Donc Aline, tu ne seras plus seule. Voilà, je dévoile déjà une partie. Hein. Mais je tiens à remercier tous les candidats, 14 candidats pour 8 postes. C'est vraiment une volonté de nous aider, de nous engager. Et donc, évidemment, il y a des gens qui ne vont pas, des personnes qui ne vont pas être élues. D'abord, je tiens à les remercier d'avoir porté de l'attention sur notre association et en soutien à notre association. Et je souhaite, mais très profondément, que même si vous ne faites pas partie de ce CA, on travaille ensemble parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous dans des groupes de travail, on a besoin de vous pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, je dirais à ceux-là, puisque j'ai dit que voilà, la femme qui était candidate est élue, je veux dire aux hommes qui ne sont pas élus, on a besoin de vous et merci de nous rejoindre. Aline, tu peux... Voilà. Alors, Catherine Missud, candidate, a eu 83 voix, donc il y avait 110 votants, 28% de nos adhérents. Benoît Lebeau, donc bravo à Catherine, hein, elle est à distance, je suppose. Benoît Lebeau, donc, qui était membre du conseil d'administration précédent, est réélu avec 75 voix. Notre collègue Cyril Smith, qui était aussi membre du conseil d'administration, est réélu avec 74 voix. On a un nouvel arrivant qui est Jean-Louis Ball avec 66 voix. François Moisan, donc, que vous avez entendu, est réélu avec 64 voix. Armel Prieur, qui est ici aussi, était membre du conseil d'administration, est élu avec 55 voix. Hervé Sellard, qui est à Toulouse et qui était aussi membre du conseil d'administration, donc est réélu avec 50 voix. Et puis, on a un nouvel arrivant, qui est Stéphane Mialot, qui a 47 voix. Bienvenue à lui au sein du conseil d'administration. Alors, je dis à Jean-François, à Théophile, à Michel et à Dominique, à Alain et Stéphane, on a besoin de vous. Je vous le précise, on a véritablement besoin de vous. Donc, il faut qu'on trouve les moyens de travailler ensemble. Et merci à vous de vous être porté candidat. Donc, le prochain CA va se réunir assez rapidement pour constituer le bureau, hein, puisqu'il va falloir qu'on dépose les documents administratifs en préfecture concernant ce nouveau CA et le futur bureau, donc qui comprend, à moins qu'il y ait une modification à la demande des futurs membres du conseil d'administration, mais donc généralement on avait un ou une présidente, un ou une vice-présidente, un ou une trésorière, un ou une trésorière adjointe, un ou une secrétaire générale. Ah, on me dit non. Alors, et je vais faire je ne sais pas. Donc j'en profite pour faire une transition toute marquée. Donc félicitations aux membres du conseil d'administration qui nous rejoignent. Je réitère le son n'est pas très fort du micro, c'est vrai. Je vais prendre l'autre. Oui, je trouve qu'on m'entend mieux. Donc je réitère la proposition d'Edouard pour les personnes qui malheureusement n'ont pas été élues de nous rejoindre dans un groupe de travail spécifique pour travailler sur des sujets de fond en lien avec l'ASSO. Alors donc, dans le bureau, nous avons donc passé à des statuts qu'on appelle des statuts de modèle d'association reconnue d'utilité publique. Donc vous savez que la loi prévoit 2 statuts pour les associations, alors 3 statuts pour être exact. Un premier statut qui n'en est pas un en fait, c'est l'absence de reconnaissance. Ensuite il y a la reconnaissance donc de la loi 1901, donc une association reconnue d'intérêt général, donc qui permet de bénéficier de la réduction fiscale sur vos dons. Et qui suppose des obligations, donc transmission des statuts au ministère de l'Intérieur, quoi qu'il arrive, ainsi que du règlement intérieur. Et nous allons, avec votre autorisation, engager, et il faut faire un vote, d'ailleurs, Édouard. Édouard, il faut faire un vote.
pour la reconnaissance d'utilité publique. On peut le faire là, non? Ok, on aurait dû le faire. Je pensais qu'on pouvait le faire en présentiel. D'accord, bon, génial. Un nouveau vote organisé. Donc en fait, alors donc c'était de mon initiative pour passer association reconnue d'utilité publique. Alors une association non reconnue d'utilité publique, c'est en fait grosso modo une association loi 1901 plus plus. C'est-à-dire que c'est une association qui doit avoir au minimum 3 années d'existence, minimum je crois 80 000 € de budget, une expertise comptable évidemment, donc avec la certification de comptes qui sont réguliers, sincères et conforme à l'objet social de l'association. Et il y a également un examen de fonds qui est procédé par le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État sur l'action de l'association pour vérifier qu'elle est bien d'utilité publique et qu'elle remplit les différents critères donc de cette notion assez vague, hein, mais qui est au noble d'utilité publique. Et donc on va lancer cette reconnaissance, sauf que cette reconnaissance, ça suppose d'adapter des statuts à un statut type, donc qui sont des statuts proposés par le Conseil d'État, qui visent à fiabiliser, à sincériser la gouvernance d'une association. En fait, ce sont des statuts qui garantissent aux adhérents des droits, des devoirs, et qui font que l'association a un fonctionnement conforme aux normes édictées par le Conseil d'État. Donc c'est pour cela en fait qu'on a changé les statuts. Maintenant on a des statuts qui sont beaucoup plus amples, avec une gouvernance qui est beaucoup plus élargie. Ce sont davantage de contraintes également, hein, sur les délais, sur les votes, sur la composition du CA, sur la composition du bureau. Et sur le bureau, désormais, le bureau est limité donc au quart des membres du CA, ou au tiers, je ne sais plus. En tout cas, je sais que c'est le président, donc le ou la coprésidente, ou le ou la présidente, un secrétaire général ou une secrétaire générale, un trésorier ou une trésorière, et il peut y avoir, voilà, c'est tout en fait. Donc il y a 4 personnes qui peuvent être membres du bureau. Toutefois, le conseil d'administration a la liberté de créer des groupes de travail annexes au bureau, mais sur le plan décisionnel, le bureau ne peut plus être composé que par 4 personnes. C'est le Conseil d'État qui l'impose, et c'était non négociable. Donc il faudra organiser un vote sur cette reconnaissance d'utilité publique. Juste pour vous en informer, la reconnaissance d'utilité publique, ça permet de figurer sur une liste d'associations qui attestent de la sincérité de notre démarche, de la solidité de notre gouvernance, de la sincérité de nos comptes et de nos dépenses. Donc c'est une liste qui est publiée par le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État. Et également, cela ouvre la possibilité pour l'association de recevoir des donations, donc en cas de décès, dans le cadre d'un testament, donc des donations, et de recevoir des subventions de fondations. Parce que les statuts des fondations sont également strictement encadrés par la loi, puisque ce sont des entités morales qui ont des dispositions fortement dérogatoires sur le plan fiscal par rapport au droit commun. Et donc nous pourrons recevoir des subventions de fondations, ce qui est une bonne nouvelle en tant qu'ancien trésorier, enfin trésorier maintenant. Voilà pour la RUP. Et puis aussi, moi, sur un plan personnel, c'est preuve d'une reconnaissance aussi de la part de l'État, de la solidité de notre démarche, de la sincérité de notre démarche. Et symboliquement, je pense que ce serait un bon pas pour l'association que d'être reconnue d'utilité publique. La RUP signifie également de donner mandat à 2 administrateurs de modifier sans consulter les adhérents les statuts pour des modifications mineures, rédactionnelles, ou sur demande du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État. Donc il faudra que les adhérents accordent mandat à 1 ou 2 administrateurs pour opérer ces modifications. Ce ne sont pas des modifications substantielles, c'est uniquement si le ministère nous dit, ben voilà, sur ce point-là, par exemple, sur le bureau, vous ne devez pas être 4, vous devez être 3, de ne pas y avoir 13 administrateurs, d'en avoir 14, c'est sur des sujets comme ça. Voilà sur les statuts ARUP. Donc je pensais qu'on pouvait les approuver à la main levée maintenant, mais apparemment non. Donc on va devoir organiser un vote. Et si vous avez des questions sur ce sujet également, je demeure à votre disposition. Madame. Oui, merci. Dominique Ounadjola. Je suis féministe et membre d'une association internationale féministe, WCF, Femmes engagées pour un avenir commun.
Mon intervention consiste d'abord à préciser ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que j'ai précisé de quelle association je suis depuis de très longues années. Nous recevons de fondations, même sans avoir vu le statut d'utilité publique, des subventions. Mais elles concernent des projets. C'est-à-dire vous pouvez déjà obtenir sur un projet, c'est souvent mis à concurrence, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets proposés et le conseil d'administration ou un jury se réunit pour sélectionner le projet qui correspond le plus à la thématique de la fondation. Voilà concernant ce point. Par ailleurs, il y a un autre point qui n'a rien à voir mais que j'aimerais qu'on ait un peu en tête, c'est la COP27 et ce qui s'est passé par rapport au climat qui est assez désastreux. Oui, tout à l'heure, c'est pour ne pas intervenir deux fois. Écoutez, sur la COP27, j'ai pas d'observation particulière à faire parce que je suis pas un expert sur le sujet, mais je pense qu'on en parlera peut-être cet après-midi ou peut-être Lucas si tu souhaites intervenir sur le sujet, mais bon, voilà. On a une expertise, mais pas sur tous les sujets. Il nous faut un nouvel ETP sur la diplomatie climatique. Et sur les fondations, écoutez, je vous remercie de votre intervention, je ne le savais pas. En tout cas, j'avais bien lu qu'il y a quelque chose de spécifique en lien avec les fondations, donc peut-être que c'est des partenariats privilégiés ou une autre disposition, mais je n'en ai pas la connaissance. En tout cas, voilà, c'est un statut qui nous permettrait d'attester la solidité de notre démarche et de nous ouvrir des avantages supplémentaires. Édouard. Est-ce que tu pourrais voir si on a des interventions de nos amis à distance? Oui, Dominique? Oui, bonjour, Dominique Guésien. Donc, j'ai une longue expérience de la vie associative puisque j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif en 1981, c'est-à-dire pour certains bien avant leur naissance. Et simplement pour la modification des statuts et la reconnaissance d'utilité publique, faites bien attention. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Et donc, effectivement, il faudra bien le préciser lorsque la consultation se fera, que c'est extraordinaire parce que les conditions de quorum sont parfois différentes. C'est tout. OK. Je vous remercie de votre intervention. Donc, effectivement, on a été attentif à ces sujets-là et nous avons bien suivi la procédure qui a été fixée. Donc, on était bien dans une AG extraordinaire. Mais je pense qu'il y a divergence de jurisprudence, et parce que je pense qu'on peut, dans une cadre d'une AG ordinaire comme celle-ci, approuver la démarche ARUP. Ok. On a une question de François Dulac. Attention, n'y a-t-il pas un nombre minimum d'adhérents pour la reconnaissance d'utilité publique? Donc merci François, et effectivement je pose votre question. Alors oui, il y a un nombre minimum d'adhérents. Donc là aussi, il faut être vigilant. Ce nombre minimum, il est, je crois, aux alentours de 300. 350, donc on est au-dessus, mais on n'a pas le double, quoi. Donc il faut faire attention. Également, il y a un autre critère sur lequel il faut être vigilant, c'est la bonne implication des adhérents dans le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la participation, il faut montrer que l'association n'est pas une coquille vide et que les adhérents sont associés à la gouvernance, au fonctionnement, au projet de l'association. Donc là-dessus, il est possible que le Conseil d'État nous dise, voilà, vos adhérents ne sont pas assez impliqués dans l'association. C'est possible qu'ils nous disent que c'est suffisant. S'ils nous disent que c'est insuffisant, on rectifiera et on mettra en place des dispositifs pour inciter les adhérents à s'investir dans l'association. Donc, mais là-dessus, voilà, j'ai pas de visibilité, je ne sais pas trop quelle est la jurisprudence sur le sujet. Alors, c'est assez intéressant. Si vous voulez en savoir plus, il y a un document très intéressant sur le site du Conseil d'État. Donc, vous tapez sur Google jurisprudence ARUP Conseil d'État, et vous avez ce qu'on appelle un recueil de jurisprudence où vous avez tout le contentieux au Conseil d'État sur la reconnaissance de l'ARUP. En fait, ça permet de voir, il y a des associations qui se sont vues refuser ce statut pour divers motifs, et ça permet de voir un peu le raisonnement juridique qu'il y a sur le refus du statut ARUP ou l'acceptation du statut. Il y a un contentieux qui est très, très important et très intéressant à lire
lorsque, comme vous et moi, nous sommes engagés dans la vie associative. Voilà sur le statut ARUP. Donc il faudra qu'on fasse une AG pour que les adhérents approuvent la demande de reconnaissance, et puis avec votre confiance, je m'en occuperai parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Voilà me concernant, je crois que j'ai tout traité. Une question, monsieur? Oui. Sur ce statut, sauf erreur, le Conseil d'État il juge des statuts, mais ensuite c'est l'administration qui est chargée après de savoir s'il y a une participation et si on est toujours conforme au statut. Donc c'est effectivement la préfecture probablement ou le ministère de l'Intérieur qui va juger de ça. Donc il faut placer notre affaire dans une dynamique où il y a des adhérents qui vont venir parce que c'est intéressant, mais il faut aussi qu'ils aient en face des choses qui montrent qu'on fait quelque chose pour eux, ou au moins qu'ils participent à quelque chose dont ils pourront bénéficier. Alors, je vous remercie de votre question, enfin votre observation. Moi, je ne suis pas expert sur le sujet, hein, je n'ai pas d'expertise juridique sur ce point précis, mais il est possible que le critère pour déterminer la participation des adhérents, ce soit la convocation d'une assemblée générale. C'est possible, on ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas quels échelons ils attendent. Après, si ça suppose d'autres formes de participation, eh bien, ce sont des formes de participation que nous mettrons en œuvre pour vous impliquer davantage et puis être conforme aux attentes du ministère et du Conseil d'État. Édouard, échange à chaque fois. Quand tu dis cela et la participation de nos adhérents, je reviens sur une proposition que nous avons faite suite au travail de nos amis de Rennes qui ont interpellé la métropole rennaise sur son plan de résilience et donc un travail de fond, et ils ont été reçus, ou ils vont être reçus par la présidente et des vice-présidents de l'AGLO sur ce sujet. Et donc nous proposons, là où vous êtes, dans vos territoires, quelle que soit la dimension de vos collectivités, bien d'emboîter le pas de nos amis rennais pour bouger les collectivités dans les territoires sur cette résilience énergétique, ce plan de résilience énergétique, et de nous les faire remonter. Parce que nous croyons, et pour ma part j'en suis intimement convaincu, qu'une grande part du changement va partir des territoires. Des interventions. Alors, chers amis qui êtes devant votre écran, on attend vos interventions, vos questions, hein, vous pouvez, voilà. Et puis, dans la salle, si quelqu'un, maintenant, on passe aux questions générales. On a déjà commencé avec les modifications de statut et cette reconnaissance, mais il y a peut-être d'autres éléments que vous souhaitez partager là maintenant. Alors, Hervé nous dit... Hervé Sellard nous dit que nous sommes apparemment à 392 adhérents. Je ne sais pas si... 392 adhérents. Donc voilà, on est au-dessus, parce que moi j'avais lu quelque chose comme 250-300. Donc on est au-dessus, mais pas avec une marge si confortable que ça. Donc n'hésitez pas à faire adhérer à l'association. Moi j'ai fait adhérer récemment quelques amis. Donc si chacun nous parrainons quelques personnes, cela enclencherait notre dynamique et consoliderait notre démarche. Et renouveler aussi, hein, pensez à renouveler des adhésions. Je reviens sur ce sujet parce qu'il est vrai qu'il n'est pas toujours facile sur Helloasso d'aller au bout de l'opération, notamment pour les gens qui utilisent Apple. Apple. Et donc là, vous pouvez aussi, et certaines personnes le font, passer par courrier, par virement. Par contre, il faut nous le signaler, parce que pour que je puisse faire les reçus fiscaux, j'ai quelques personnes qui parfois disent « j'ai pas reçu le reçu fiscal », mais quand ils ont fait juste un virement, je ne peux pas le savoir. Donc j'ai besoin d'un courrier par Internet ou postal qui me donne le nom, l'adresse, le moment, la date du virement et le montant du virement pour que je puisse faire le reçu fiscal. Alors Edouard, nous avons une question à
100 000 euros pour toi, de François Dulac, qui nous demande: est-ce que nous sommes bien organisés pour comptabiliser et valoriser les heures des bénévoles pour l'association? Donc, je vais commencer à répondre à la question et ensuite je te transmets le micro. Alors effectivement, l'expertise des comptes nécessite de comptabiliser les heures des bénévoles. Donc ça fait pas, vous pouvez trouver cela dans les états comptables qui vous ont été envoyés. Je ne les ai pas en tête, mais on peut les consulter si nécessaire. Pour les comptabiliser, je me suis adressé à Edouard, donc je te laisse la parole. Merci. Alors, je ne les ai pas là en tête, mais effectivement, je comptabilise. Et bon, là, il y a eu beaucoup moins d'heures de bénévolat. Alors, si on reprend 2019, on avait des comités locaux un peu partout en France issus du lancement de l'association. On avait ici sur Paris des bénévoles très actifs. Et il faut le dire qu'à l'époque, quand on parlait de 2019, 220 000 euros, c'était l'équivalent temps plein de 6 salariés. Donc il y avait vraiment une dynamique que nous on a perdue en 2020 avec ce coup terrible de la pandémie et Nathan l'a souligné, de la perte dramatique de notre délégué et ami Bruno Légevin. Donc il faut qu'on retrouve cette dynamique, mais je comptabilise les heures des bénévoles parce que on les rentre dans la comptabilité. Des questions? Des interventions? Des propositions? Oui, et là, François avait une deuxième partie de sa question sur la valorisation des heures des bénévoles. Là, c'est vraiment de l'organisation RH. Donc là, c'est au futur conseil d'administration, au futur bureau, de mettre en place une gouvernance pour faire en sorte que les adhérents, les bénévoles s'investissent, contribuent à des projets qui soient bien ficelés, qui soient conformes à notre objet social, qui soient sérieux, qui soient menés de manière professionnelle. Parce que voilà, on souhaite être sérieux, être rigoureux. Nous aspirons à être une association professionnelle auprès de nos partenaires, donc on a des institutions, auprès des autres associations. Et donc, pour nous, c'est important c'est bien de vouloir faire du bénévolat. Il faut que ce bénévolat, il s'inscrive dans notre objet social, qu'il soit en phase avec nos valeurs, qu'il soit suivi par un salarié ou par un bénévole au CA ou au bureau. Donc voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est l'un des défis que nous devons collectivement relever. Tout à fait. J'avais réfléchi un peu avant. Comment? Non, c'est bon. Comment? Ah oui, la caméra là. En fait, proposition par rapport aux jeunes, parce que c'est bien d'avoir des jeunes retraités, mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire pour avoir des jeunes thésards ou des jeunes qui sont en fin de formation, qui ont aussi des stages à faire pour travailler dans des choses qui peuvent avoir un intérêt pour eux et puis pour leur futur et pour le public. Donc il y a peut-être un partenariat à avoir avec un certain nombre de structures de formation qui verraient aussi avec notre affaire, des universités, qui verraient avec aussi notre association pour le climat, quelque chose qui rentre dans leur projet social, parce qu'on demande aussi aux universitaires de faire des projets qui soient utiles pour la société. Et à ce moment-là, on aurait la possibilité d'avoir un flux de jeunes venant voir un peu qu'est-ce qui se passe et travailler un peu avec nous. Attends. Sur les jeunes, on avait alors en 2018 quand j'ai commencé et en 2019, on s'est attaché, Nathan et moi et d'autres, à constituer un gros collectif jeune. On était arrivé à vraiment pas mal, on avait au moins 50 jeunes dans notre petit groupe de travail qu'on avait créé avec les outils collaboratifs qu'on sait très bien utiliser. Et puis, l'engagement des jeunes, c'est assez éphémère. Nathan et moi, on est deux contre-exemples de s'être engagés depuis 4-5 ans dans l'association, mais souvent,
et ben, au bout d'un an, on perdait les jeunes parce qu'ils vont dans d'autres assos, c'est assez éphémère. On essaye de relancer la dynamique. On avait un petit groupe d'une dizaine de jeunes qui étaient quand même bien engagés depuis pas mal de temps. Et puis là, faut se réengager. Moi, je suis sortie des études, j'ai pris un boulot, je me suis aussi un peu moins attachée à remobiliser tous ces jeunes, mais effectivement, il faut le faire. On avait fait pas mal de choses du coup à l'époque, à l'âge d'or du collectif jeune. On avait organisé plein de conférences dans toutes les facs, Sciences Po, AgroParis Tech, Centrale, Dauphine, HEC. On est allé dans un peu toutes les facs des jeunes. Chacun était allé ramener l'assaut dans sa fac. Et puis il y avait effectivement donc soit des gens de master, des doctorants du coup qui étaient aussi dans ce collectif et qui apportaient beaucoup plus que juste des petites mains, mais aussi leur expertise parce qu'ils commençaient à être vraiment experts sur certains sujets. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans l'asso, ils sont plutôt en fin de bac plus 4, bac plus 5, ils vont rentrer aussi dans la vie active, donc on a un peu cette tranche-là. Mais effectivement, on a un petit appel s'il y a des jeunes à distance de se manifester pour qu'on puisse retrouver une bonne dynamique entre jeunes, voilà, qu'on a un peu perdu. Oui, bonjour, et moi c'est Armel, je le mets bien. Nous sommes fondateurs à la création d'une alliance des générations pour le climat qui est en train de se développer avec déjà une dynamique pour lancer ça. Et donc c'est un élément vraiment important. Oui, Jean-François Janin, on vient d'en parler tout à l'heure. Jean-François et moi, on est aussi dans le mouvement Osons les territoires, qui va donner aussi cette occasion, comme tu l'as dit, que la question climatique parte du local. Penser local et agir global, c'est un point important. Osons les territoires lance aussi une opération de la sphère éducative, c'est-à-dire repenser la sphère de l'éducation et de la formation, pour qu'il y ait vraiment, et je vous signale, un très bon rassemblement le 13 décembre prochain à Rennes, parce que c'est quand même ça le centre du monde, hein. Et donc, il va y avoir aussi ce travail-là. Et des jeunes, on en aura encore jeudi prochain ici dans la même salle, à l'occasion du colloque que nous organisons pour le compte carbone sur le partage climatique et social qu'on lance. Et donc, l'Alliance des générations pour le climat sera également présente ce jeudi prochain dans cette salle. Alors, pour compléter sur ce sujet, je disais que je suis à 3/5 de temps pour l'association et 2/5 de temps, je suis chargé d'enseignement à l'université à Rennes. Et en fait, notre problème pour les stagiaires, c'est que tant que nous avions des bureaux, nous pouvions correctement les encadrer. Et j'ai des demandes, mais aujourd'hui, je refuse de prendre des stagiaires parce que je ne pourrais pas les suivre correctement en étant à distance. Donc voilà, il y a aussi ça à regarder. Et sur ce que tu viens de dire, Armel, je tiens à le souligner. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est très important. Notre président d'honneur, Jean Jouzel, avec Luc Abadi du Muséum, ont été les représentants d'un groupe de travail qui a remis au printemps 2022 à la ministre de la Recherche et des Universités un rapport pour que dans toutes les filières, mais bien dans toutes les filières, que ce soit les filières sport, langue, maths, physique, géo, histoire, finance, on ait un enseignement sur les problématiques de la transition énergétique et écologique. Et donc, ça a été repris par la nouvelle ministre et ce sera opérationnel à la rentrée 2025. Je me permets de reprendre la parole. Merci Edouard et Aline de vos interventions. Sur la question de François, sur le nombre d'heures de bénévolat, donc j'ai retrouvé les statuts comptables. On est à donc quand même 4200 heures de bénévolat. 4200 heures de bénévolat effectuées au total par 13 bénévoles. 13 bénévoles correspondent aux 13 membres du conseil d'administration. Et donc, plus les Rennais, ouais, bien sûr. Et oui. Et Nicolas Desquinabo, oui, bien sûr, pardon.
Et donc ces valorisations sur le plan comptable, elles sont valorisées sur la base du SMIC, et sont intégrées au compte. Alors, ce n'est pas dans les volumes, hein, évidemment, financiers, mais dans le bilan, vous avez la valorisation des heures de bénévolat, puisque c'est du travail. Travail certes bénévole, mais tout de même du travail. Donc c'est conséquent, mais on pourrait faire bien plus, évidemment. Et sur les jeunes, si je peux compléter, moi je suis fonctionnaire aux impôts, et c'est vrai que là, nous, on est dans une période où on commence à travailler, et il y a beaucoup de jeunes qui soit ne souhaitent pas s'engager parce qu'ils souhaitent se consacrer entièrement à leur vie professionnelle, soit craignent des effets de leur engagement sur leur vie professionnelle, et soit sont passés à autre chose. Moi, j'ai vu aussi, il y a différentes formes d'engagement. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui s'oriente vers des actions de désobéissance civile. Voilà, c'est une autre forme du répertoire d'action collective. Et nous, c'est pas notre fonds de commerce, c'est pas notre identité associative. Et enfin, Aline, hein, on a beaucoup de jeunes qui travaillaient avec nous et qui se sont tournés vers des actions de désobéissance civile, des actions avec davantage de radicalité, alors que d'autres sont restés dans l'Agir pour le climat sur des actions plus conventionnelles de recherche de financement pour la transition énergétique. Les deux ne sont pas antinomiques, hein, ils sont plutôt complémentaires, mais voilà, c'est des formes d'engagement. Puis après, moi, à titre personnel, j'ai préparé des concours administratifs, donc les gens sont tous intéressés par les politiques publiques. J'essaye de recruter, mais c'est pas forcément simple, hein, de trouver des gens qui... Parce que c'est quand même lourd comme engagement d'être bénévole, d'être au CA notamment, donc c'est pas chose aisée. Et je réponds à une question qui a été posée sur YouTube euh, et des jeunes en service civique. Bon, en fait, c'est la même problématique, hein, que pour les stages. Nous n'avons pas de locaux. Donc un jeune en service civique, où est-ce qu'il va aller la journée pour travailler? Il va rester chez lui? Bah non, c'est pas super pour un jeune. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors après, sur les stagiaires, moi j'ai peut-être un avis qui diverge un peu de celui d'Edouard, mais c'est vrai que normalement on est censé pouvoir accueillir des stagiaires dans des locaux pour effectuer un suivi. Maintenant, la réglementation s'est adaptée. Après, voilà, c'est une considération personnelle de ta part. Aujourd'hui, on peut avoir des stagiaires uniquement en distanciel, mais ça suppose un suivi plus important, plus compliqué. Il faut que le stagiaire soit d'accord aussi, parce que moi, on me propose un stage en distanciel, je ne vais pas être très content, tu vois. J'ai envie d'avoir une expérience dans des locaux professionnels. Donc voilà, les jeunes en service civique, c'est pareil, c'est assez problématique et c'est pas facile. Et puis un stagiaire ou un jeune en service civique, c'est ça sans cadre. Et Edouard, il a beaucoup de travail. Et voilà, je ne sais pas s'il a vraiment le temps de s'occuper de ça, surtout en distanciel. Oui, donc Armel demande si on a le local sur l'île Saint-Louis. Alors, on a une association sympathisante américaine. Donc, Benoît, tu pourrais parler de nos amis. Non, mais. Oh. Ça remonte à Macron quand il a fait Make the Planet Great Again en réponse à l'administration Trump. Il a annoncé qu'il souhaitait accueillir des organisations américaines en Europe. Et il y a une instance américaine qui s'appelle IGSD, International Institute for Governance and Sustainable Development. IGSD a répondu à l'appel de Macron et a décidé d'ouvrir un bureau à Paris. C'est des gens qui travaillent plutôt sur les aspects non CO2 des gaz à effet de serre, le méthane, les gaz fluorés, etc. On leur doit les amendements du protocole de Montréal. Bref, ils se sont installés à Paris et il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, d'apprendre qu'ils avaient pris un bureau mais qui n'était pas très occupé. Et donc, au moment où on cherchait un lieu pour l'association, eh bien, j'ai proposé de faire le lien et ça s'est fait en toute simplicité. Donc, c'est des gens qui méritent qu'on travaille davantage avec eux, hein, parce qu'ils apportent quelque chose. Ils travaillent sur les short life greenhouse gases, les trucs, émissions de courte durée de vie. Voilà. J'ai rien de plus à dire sauf que je suis heureux que cette collaboration se poursuive.
Alors, c'est des locaux, en fait, c'est un petit appartement hein, qui, moi, m'est utile quand je viens sur Paris. Mais d'autres l'utilisent, donc c'est en fonction de la disponibilité. Et notamment, par exemple, tout l'été dernier, eux avaient un stagiaire qui était dans ces locaux. Parce que je suis obsédé par nos états comptables, je fais le lien avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la baisse des services extérieurs, de tout ce qui est les loyers, les honoraires, etc. Bon, ça, par exemple, c'est d'économie. C'est-à-dire que si on n'avait pas ce logement, ce serait difficile pour Edouard de venir à Paris, de se loger. Enfin, il se logerait et donc ce serait remboursé par l'association. Et donc, c'est ce type de partenariat nous permet d'économiser un peu d'argent, mine de rien, et contribue à cette baisse de 22 000 € que j'ai mentionnée. Ouais, Benoît? On est pour proposer des idées là. Bon, justement, AGSD, que je viens de mentionner, a ouvert un chantier depuis quelques années au niveau international pour engager l'idée qu'on échange l'engagement l'engagement sur le climat contre les dettes. Ça s'appelle Debt for Climate Swap, ou Climate for Debt Swap, oh purée. Et j'en parle parce que on n'est pas loin, sur certains territoires, d'avancer cette idée. Il y a des dettes publiques colossales, mais si un territoire, si un pays s'engage, on pourrait accepter de réduire la dette s'il y a un engagement fort climatique. Et au niveau international, c'est une croisade que mène AGSD, pourrait peut-être nourrir nos propres réflexions pour agir sur le climat, le pacte finance-climat, mobiliser la finance. Bref, c'est une autre dimension et ça m'amuse de partager ça avec vous. Alors, Benoît, dans ce que tu viens de dire, nous avons conservé dans notre objet ce regard sur l'Afrique et le pourtour méditerranéen. Et bon, François connaît très bien les sujets, mais effectivement, à l'origine, vous aviez, je me tourne vers Joël, mais quand les statuts ont été faits, il y avait bien cette dimension internationale, et dans le pacte finance-climat, dans la partie budget européen, il y avait une somme de l'ordre de 10 milliards chaque année qui devait être consacrée à l'aide à l'Afrique. Oui, puisqu'on en est effectivement à faire des propositions un petit peu utopistes, j'ai envie de revenir un petit peu, après la partie sur le pourtour méditerranéen, revenir un petit peu sur la France et sur la question du local, qui manifestement conditionne beaucoup de choses, aussi bien l'accueil donc de stagiaires que de volontaires au service civique. Dans la mesure où l'essentiel de l'activité de l'association se fait en distanciel, la présence sur Paris intramuros n'est pas une nécessité absolue. Tout à l'heure, on parlait de osons les territoires. Et pourquoi est-ce qu'on n'oserait pas les territoires pour rechercher un local dans un endroit où les loyers sont parfaitement tolérables? Tout à l'heure, quelqu'un disait, de manière un petit peu provocatrice, Rennes est le centre du monde. C'est peut-être pas faux, hein. Je pense que moi, c'est plutôt Morlaix, mais enfin, c'est pas grave. Je veux dire par là que sur ces territoires, si on prend uniquement Rennes, la maison de la consommation et de l'environnement est un bon lieu où on peut s'installer. Ça coûte pas très cher du tout. Et là, je peux vous dire, pas d'expérience, puisque j'ai présidé pendant 5 ans un web média qui fonctionnait avec une salariée et des services civiques essentiellement, que quand vous donnez la possibilité à des jeunes de s'engager sur un projet, ils démontrent qu'ils ont des compétences que vous ne pouvez pas imaginer. Ils nous ont refait un site web média en 2 tours de main, alors qu'un prestataire nous demandait 5 000 € pour le faire, ils l'ont fait quasiment gratuitement. Et en matière de communication, ils sont beaucoup plus forts que vous le pensez. Et là, ça peut effectivement, seulement évidemment, il faut avoir un local, parce que si vous n'avez pas de local pour qu'ils puissent se réunir, il faut avoir au moins 2 services civiques pour faire un boulot correct, parce que eux non seulement travaillent sur votre projet, mais en contrepartie, vous les aidez à travailler sur leur projet à eux. Et là, on est gagnant-gagnant. Alors, c'est un endroit que je connais bien, puisque j'étais dans le groupe fondateur de la MCE.
Mais en fait, il y a un élément qui est très important pour notre association, on regrettait le décès de Bruno. Les réseaux qui font que l'association, et notamment avec sa dimension européenne, est repérée et maintenant dans les radars d'autres organisations. Malheureusement, ça se passe à Paris. Moi, je m'en suis rendu compte en étant un Breton qui découvre Paris. Si on ne passe pas ici, il y a un tas de choses où on n'est pas repéré, quoi. Un tas d'endroits où on n'est pas repéré. Alors, ce n'est pas incompatible avec être aussi en région, hein, mais c'est une nécessité d'être sur Paris. Merci Edouard. Pour compléter votre réponse et pour aller un peu dans votre sens, bon, tout d'abord, sur Paris, faut savoir qu'on a notre siège social qui est toujours à Paris, chez l'un de nos administrateurs. Donc on a toujours une adresse physique à Paris. On a également un lieu pour se réunir à Paris. Donc d'abord, on a ici l'Académie du Climat de manière exceptionnelle pour des événements particuliers. On a aussi, oui, on vous remercie également grandement de votre générosité. AQ aussi. Alors pour les réunions, on l'a jamais utilisé encore parce que on a fait. Alors le précédent conseil d'administration était uniquement en distanciel. Je crois que nous n'avons fait aucun conseil d'administration en présentiel sous la précédente mandature. On va essayer de changer les choses là sur la nouvelle mandature qui s'ouvre, mais nous avons accès à de très beaux locaux donc sur les Champs-Élysées pour faire des réunions de travail qui nous ont été proposées par une entreprise qui nous soutient. Donc là-dessus, on a un endroit pour se réunir, mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour accueillir des salariés de manière permanente. C'est un endroit comme l'Académie du Climat de manière exceptionnelle. Donc on a ces lieux quand même de présentiel. Et ensuite, sur la prospective que vous évoquiez, moi, je ne suis pas comme entièrement sur la même ligne qu'Edouard. Effectivement, Paris, c'est très important. Il faut une présence sur Paris. Edouard est très régulièrement sur Paris. Et ça continuera, quoi qu'il arrive. Sur Bruxelles également. Parfois, il y a des déplacements à Bruxelles, notamment de Lucas. Si vous voulez, si demain, on me disait, voilà, tu as 100 000 € en plus, voilà ce que tu peux faire. Effectivement, prendre un lot, et toujours dans une perspective de rigueur budgétaire, prendre un local à Rennes, ça pourrait être envisageable, parce que c'est vrai qu'Edouard, il travaille près de Rennes, et on pourrait peut-être accueillir des stagiaires, des services civiques ou d'autres salariés à Rennes. Mais ça ne remplace pas la nécessité d'une présence sur Paris ou sur Bruxelles. C'est complémentaire, ça supposerait de délocaliser une partie de l'activité de l'association dans une ville où les loyers sont moins élevés qu'à Paris. Et encore, à Rennes, c'est quand même, ça monte, comme on dit. Alors, il faudrait s'installer dans une petite ville, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, il y a des solutions qui existent, mais ça ne remplace pas la présence à Paris et à Bruxelles. Et puis surtout, mais après, voilà, ça se sera délibéré. Là, je parle pas en tant que trésorier, mais je parle plus en tant que membre du conseil d'administration. Moi, à titre personnel, avoir un nouveau local n'est pas dans mes priorités de dépenses pour l'association. J'estime qu'on a d'autres choses à faire avec de l'argent qu'on pourrait avoir en plus, et le local n'en fait pas partie, et je suis plutôt fier qu'on ait diminué nos dépenses sur ce poste budgétaire. Voilà. Mais si nos ressources revenaient à un niveau de 230 000 €, 250 000 €, avoir un local serait nécessaire. Parce qu'il y a un moment où travailler en distanciel à 2, 3, ça fonctionne. À 4, 5, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il faudra retrouver un local. Mais tout ça, c'est des si, et ça suppose de nouvelles recettes. Comme tout, on retombe toujours sur le même problème. Ouais. Je suis à. Alors moi, je suis pas breton, je suis des Deux-Sèvres. Attention, les Deux-Sèvres, c'est encore plus avantageux. Ah oui, c'est ça. Bon, oui, il y a un tropisme aujourd'hui de ce groupe sur l'Ouest. Donc on pourrait aussi imaginer qu'il y a un intérêt, par exemple, de la mairie de Paris sur le climat, sur la rénovation des immeubles. On voit d'ailleurs que la mairie de Paris met des affiches
sur les panneaux de publicité en disant « rénovons les bâtiments ensemble ». Donc quand on voit l'importance du parc mobilier à Paris, les enjeux de climat à Paris, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc ça vaut peut-être la peine d'avoir un groupe. Je ne sais pas ce qu'en pense l'ADEME, mais ça me paraît important qu'en tant que structure nationale, il y ait aussi des structures locales parisiennes qui réfléchissent à l'effet de serre de la ville de Paris, de l'immobilier à Paris. Alors, personne à distance? Il y a Hervé Sellard qui nous suggère l'idée d'accueillir. Nous avons beaucoup d'institutions partenaires à Agir pour le climat. L'une d'entre elles est l'Institut Rousseau, comme vous le savez toutes et tous. Et Hervé nous a suggéré potentiellement d'accueillir un stagiaire en service civique dans une autre association qui, elle, dispose de locaux. Alors, je ne sais pas si l'Institut Rousseau dispose de locaux, j'en doute, mais... Édouard ? Non, bon, voilà. Mais même ça, Hervé, ça ne résoudrait pas entièrement le problème dans la mesure où cela suppose le suivi par un référent Agir pour le climat qui, lui, n'est pas à Paris. Donc, et vous avez raison, on a un tropisme breton qui est effectif, pour ne pas dire inquiétant, mais non. On a un tropisme breton bien affirmé. Et la question pourrait s'entendre effectivement d'avoir un local dans l'Ouest. Mais encore une fois, ça ne répond pas au problème des déplacements à Paris et à Bruxelles, qui sont des dépenses. Les dépenses de train augmentent. Donc c'est des sujets sérieux, mais sur lesquels nous n'avons pas de réponse pour le moment à apporter, de solution plutôt. Alors, l'heure avance et puis s'il n'y a pas de questions, on va clore ce temps de cette matinée. Oui, je disais, ils ne nous entendent pas, mais il y avait donc Frédéric qui était là. Je tiens à remercier les gens de cette maison, de l'Académie du climat, parce que c'est toujours un super accueil. On a des lieux assez extraordinaires. Donc, c'est vrai que faut diminuer nos émissions de carbone et limiter nos déplacements, mais le train est un outil qui nous permet de nous déplacer sans avoir trop d'impact. Et j'invite nos amis en région, quand ils le peuvent, de nous rejoindre, parce que la présence humaine est quand même, et les échanges que l'on peut avoir hors de ces cadres formels sont tout à fait importants. Donc là aussi, il faudra qu'on trouve les moyens à un moment donné de temps un peu fort où on puisse discuter en vis-à-vis et non par écran interposé. Moi, je remercie celles et ceux qui sont à distance et qui nous ont suivis ce matin. Je vous remercie, vous, de votre présence ici. Et puis, j'espère, c'est même pas j'espère, je vous demande d'être maintenant pour l'année qui va s'ouvrir, 2023, à nos côtés. Parce que Lucas, moi, Karine, dans la mission qu'elle fait à notre demande, on va avoir besoin de vous pour mener à bien les chantiers qui sont à faire. Et on ne les fait pas seuls, on les fait avec des tas de partenaires, puisque tu parlais de l'Institut Rousseau, mais on a Dorémy, Negawatt, Stop à l'exclusion énergétique, Ecohabitat, la Fondation Abbé Pierre, etc. Donc voilà, il faut qu'avec eux, on arrive, parce que en fait, c'est quand même pour ça qu'on est là. Il faut évidemment qu'on amène nos sociétés, nos territoires, nos concitoyens à réduire leurs émissions carbonées pour atteindre, que ce ne soit plus seulement un objectif, mais que ce soit atteint, la neutralité carbone en 2050. Merci Édouard, et je rajouterai un dernier mot sur notre situation de caisse de fin 2022, début 2023, qui n'est pas catastrophique, mais on va devoir faire un appel à dons comme chaque année sur la fin de l'année,
un appel à dons très important parce qu'elle nous permet de boucler l'année, boucler le mois de décembre, qui n'est pas toujours consolidé sur le plan financier, et là il ne l'est pas. Et de surcroît, surtout, lancer l'année 2023. L'excédent dont je vous parlais et que je vous ai présenté tout à l'heure de 22 000 euros, de 8 000 euros, c'est cet excédent-là qu'on va devoir constituer dans l'appel à dons pour la fin de l'année et qui est indispensable, mais vraiment indispensable pour lancer l'année janvier-février, pour lancer de nouveaux financements, pour qu'Edouard puisse travailler pour chercher de nouveaux financements. Donc on va vraiment, et j'insiste beaucoup là-dessus, compter sur votre générosité, sur notre générosité pour amplifier l'action de l'association et tenir sur le début de l'année 2023. Et ensuite, on fera notre travail pour trouver de l'argent. Je vous remercie. Alors, sur ce sujet, je suis prêt à donner des heures de bénévolat en fin d'année pour remplir tous les reçus fiscaux que vous souhaitez. Merci à vous.